Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts d'Epsilon. Alors ce soir, le premier épisode d'une série autour du corps en thérapie. Nous sommes en avril 2022 et nous allons parler de l'image du corps en photothérapie. Alors pour parler de l'image du corps en photothérapie, nous recevons ce soir Marie Ployard qui est photothérapeute. Bonsoir. Pour parler un petit peu de toi, Marie, tu as travaillé un certain nombre d'années dans le domaine de la communication, mais en parallèle, tu étais photographe autodidacte. Et dans le travail que j'ai pu voir de toi, tu avais déjà une certaine sensibilité autour de la photo de portrait et donc autour de la question de l'image de soi, et en particulier sur la question de l'image de la femme. Alors en 2020, tu t'installes à ton compte en tant que photothérapeute à Nantes et tu t'inscris dans une formation de thérapie brève. Alors aujourd'hui, tu accompagnes en photothérapie des personnes qui te contactent directement, en individuel, et tu interviens également pour différentes associations à Nantes comme Liberté Mo, Permis de construire, Question Confiance, et puis évidemment Epsilon. Alors du coup, pour entrer dans le vif du sujet de la photothérapie, peut-être peux-tu nous présenter en quelques mots de quoi il s'agit? La photothérapie, après moi je vais te donner la définition selon moi, ce que j'en vois de la photothérapie et ce que j'en fais, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est normé. Donc pour moi, la photothérapie, c'est vraiment utiliser la photographie dans une démarche de bien-être, de connaissance de soi. Et ça peut être tous les aspects de la photographie, ça peut être essentiellement se faire prendre en photo. Donc le photographe qui va prendre quelqu'un en photo et lui présenter les photos pour que la personne ait un autre regard sur elle-même. Donc développer un peu toute cette connaissance de soi à travers le regard de l'autre et à travers ça se voir différemment. Mais aussi ça peut être tout ce qui est photo, analyser des photos de famille, la photo d'identité, faire de l'art-thérapie sur des tirages photos, du photolangage, etc. Tu dis, voilà, c'est une pratique qui n'est pas forcément normée. Est-ce que tu sais un petit peu depuis quand cette pratique voilà, est utilisée? Est-ce que tu as un petit peu des éléments à nous donner là-dessus? C'est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons, donc en Angleterre, au Canada, etc., en Italie aussi un peu. Beaucoup plus développé qu'en France. Donc, il y a le grand nom de la photothérapie, elle s'appelle Judy Weiser. C'est d'ailleurs la seule qui a écrit un livre sur le sujet dans les années 90. C'est pas forcément très connu. Et c'est rattaché à l'art-thérapie, mais avec un regard différent. On est un peu au centre de plusieurs disciplines. Et c'est intéressant de partir d'un outil et d'une activité pour en faire quelque chose où on se connaît mieux. Après, voilà, ça commence à se développer de plus en plus. De plus en plus de photographes s'y intéressent, de plus en plus de psychologues s'y intéressent. Il n'y a pas d'école vraiment qui forme à ça, il n'y a pas de certification. Voilà. C'est pratiqué essentiellement par des photographes. J'ai l'impression qu'on part surtout de photographes qui ont envie d'utiliser la photo pour en faire quelque chose de bien plutôt que vendre des produits. Et ça part surtout de là. Dans l'autre sens, qu'il y ait des psychologues qui utilisent la photo pour en faire un outil, c'est quand même moins. Enfin, moi, je le vois moins en tout cas. Donc, souvent, on part de l'aspect créatif pour aller vers l'aspect thérapeutique. Quelle différence on va faire justement entre un accompagnement en photothérapie et un shooting photo? Parfois, on peut solliciter des photographes justement pour faire un shooting photo avec cette idée de se dire je prends des photos de moi, je vais me sentir mieux dans mon corps, etc. Il peut y avoir déjà, même dans l'idée d'aller faire un shooting photo, cet aspect-là, en tout cas, du rapport à soi et à son image. Mais effectivement, dans la pratique, du coup, du photographe, qu'est-ce qui va être différent? Moi, aujourd'hui, ça doit être une déformation professionnelle, mais je vois de la photothérapie absolument partout. Donc, même dans une séance photo professionnelle, il va y avoir de la photothérapie parce qu'au final, c'est apprendre à se voir dans les yeux de quelqu'un d'autre. Mais là où je mettrais la principale différence, c'est le côté introspection, où en fait, l'un des moments hyper importants, c'est bon, ok, la séance photo, mais aussi le moment où on va regarder les photos. Parce que c'est là où on va commencer à se questionner sur qu'est-ce qu'on perçoit, quels mots on peut mettre sur son visage, son corps, sa posture, etc. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et donc ce côté-là, il est central. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément pour des photos professionnelles, quoi. Moi, ce que j'entends aussi dans la différence quand même, c'est qu'il y a la notion d'accompagnement, d'un accompagnement du coup en plusieurs étapes. Avant, quand j'ai commencé un peu à faire de la photothérapie, enfin ce que j'appelais à l'époque de
photothérapie, je faisais juste une séance photo de la personne, je lui envoyais les photos et c'était tout. Et en fait, j'étais un peu à côté de l'essentiel. Je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était important de faire ça en plusieurs étapes. Il y a déjà comprendre la problématique de la personne, pourquoi elle me contacte moi, définir un objectif avec elle, vers quoi elle veut aller. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que la personne a conscience tout de suite, c'est quelque chose qui va se développer. Et généralement, la problématique qu'elle a autour du corps, elle est très souvent reliée à quelque chose de beaucoup plus gros et global. Et donc, si on prend que le corps comme problématique, c'est vraiment occulter tout ce qui est autour. Et donc, l'accompagnement permet d'aller étendre un peu ce regard-là. Et si je montre une photo de la personne sans avoir creusé ça, elle va voir exactement ce qu'elle voyait avant et au final, ça n'aura pas forcément un énorme impact. L'idée de l'accompagnement, c'est de vraiment prendre tout en compte, de contextualiser beaucoup l'objectif de la personne et sa problématique, et ensuite d'accompagner le regard qui peut être porté, sachant qu'elle va voir la photo une première fois, et l'idée, c'est que je sais très bien que dans 2 semaines, 3 semaines, elle aura un autre regard sur ces photos-là. Si je décortique un peu avec toi, il y a quelque part une première phase où tu rencontres d'une certaine manière la personne, tu élabores un peu la demande. Ensuite, il y a le temps de la prise de photos, Ouais, en ouais. tout cas. Et ensuite, effectivement, dans ce que tu dis, il y a cette phase où on regarde les photos ensemble. Est-ce que ça arrive qu'il y ait d'autres étapes ou d'autres outils, puisque tu disais tout à l'heure, par exemple, que tu pouvais travailler avec des photos de famille, par exemple, ou des photos d'identité, des choses comme ça. Est-ce que la séance photo est systématique dans tes accompagnements ou est-ce que ça ne l'est pas toujours? Jusqu'à présent, les gens qui me contactent, ils contactent avant tout une photographe. Avant de contacter une photothérapeute, c'est d'abord la photographe qui vient de voir. Du coup, ils ont dans l'idée de faire une séance photo. C'est presque de la thérapie exposition, quoi. C'est j'ai très peur de à quoi je ressemble, alors je vais me faire une séance photo. Alors du coup, moi j'ai envie que si la séance photo est un moment qui fait un peu trop peur, mais que la personne a vraiment envie, mais elle a encore un peu peur d'y aller, il y a des étapes avant qui mènent à la séance photo. Où du coup, on peut se questionner sur des choses qui sont un peu moins confrontantes dès le début. C'est-à-dire, on va aller interroger les photos de famille, on va aller interroger les photos de soi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc, c'est quelque chose qui va être progressif, même si la séance photo va vraiment être le moment où la personne va pouvoir oser se regarder différemment, mais elle est peut-être pas prête tout de suite à le faire. Et parmi les autres outils que je peux proposer, il y a, on rejoint un peu plus l'art-thérapie à ce moment-là, je vais prendre des photos très simples de la personne, un peu comme des photos d'identité, mais un peu plus sympa quand même, où du coup, elle s'expose, mais on est moins dans la mise en scène, on est moins dans l'introspection, c'est vraiment des photos assez brutes. Et l'idée, c'est d'avoir un support, donc des tirages papier, sur lequel elle va pouvoir déchirer, faire du collage, se peindre, se broder, faire ce qu'elle veut. Et du coup, on va pouvoir commencer un petit dialogue, une mise en mots, une mise en création des ressentis et des émotions, avant d'être vraiment dans l'exposition de soi à travers l'objectif. Donc ça peut être fait progressivement comme ça. Je dirais que j'ai un visage assez arrondi. Quand je souris, j'ai les pommettes qui remontent. Ça fait des belles virgules au-dessus de la bouche qui l'entoure. J'ai toujours trouvé que j'avais un nez assez gros. Je crois que je tiens ça de mon grand-père et de mon père. J'ai une belle bouche, une bouche assez pulpeuse. J'ai les dents assez avancées sur le devant. J'ai un ventre de bébé, comme on dit. Ça fait partie de mon histoire. J'aime pas mes genoux. J'ai les pieds assez plats, assez potelés. J'ai pas des mains féminines, je trouve, mais bon, c'est des belles mains quand même. Elles sont féminines à leur manière. J'essaye d'être assez objectif, mais je pense que je ne le suis pas. Actuellement, quelles sont les principales problématiques que tu rencontres dans tes suivis? Alors, j'avais essayé de définir un peu un profil type et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était impossible. C'est vraiment tout type de personne. Par exemple, là, demain, j'ai une séance photo avec une dame de 70 ans qui a envie de enfin aimer son corps parce que ça fait 30 ans qu'elle se bat, qu'elle fait des régimes, plein de choses. Et là, elle m'a dit j'ai envie d'aimer mon corps avant de mourir, quoi. Et en parallèle, je suis une jeune fille qui sort d'une relation abusive avec un ex-compagnon, qui n'a pas forcément de problématique autour du corps, mais qui a envie de se réapproprier l'image qu'elle a d'elle. Ça peut être des personnes qui ont un complexe physique. J'ai aussi des personnes qui ont un cancer du sein et qui ont envie de faire des photos avant l'opération et après pour un peu reprendre la main sur la maladie. C'est vraiment tout type de personnes. J'ai pas vraiment de profil type. C'est surtout des femmes? Ouais, c'est surtout des femmes. Je pense que ça s'explique de différentes façons. Alors non seulement c'est vu comme plus féminin de poser, d'être modèle photo, etc. Tout le travail introspectif souvent est plus associé aux femmes parce que c'est
plus difficile pour un homme de se montrer vulnérable. Et encore plus, je pense, à travers la photo. Mais potentiellement, effectivement, c'est vraiment une pratique qui s'adresse également aux hommes Ouais. et des problématiques qui peuvent se rencontrer aussi Tout à chez fait. les hommes. On met beaucoup plus de poids sur le corps des femmes dans la société actuelle. Toutes les injonctions que les femmes se prennent, d'être parfaites, etc., c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus féminin que masculin. Je les aime tous, mais c'est très intéressant de voir la différence. Parce que finalement, je me photographie tout comme une belle femme, parce que les photos que je fais, c'est soit pour la mode, soit pour la beauté. Donc ils cherchent toujours de trouver un angle qui est beau, pas un angle dramatique. Mais c'est différent aussi de voir comme les gens interprètent ce que c'est la beauté, ce que c'est l'élégance. Vous pensez que c'est eux qui s'expriment à travers les photos plutôt que Oui, c'est drôle d'une comme façon. j'avais lu sur un article qui avait écrit Nestor Almendros, qui est un grand qui fait les films, qui fait les lumières des films. Il a dit que les visages, pour lui, c'est comme les paysages. Et qu'il adore les visages des femmes ou des hommes à photographier parce que c'est comme les paysages. C'est eux qui interprètent, qui voient ce qui est là. Et je crois que c'est ça. Mon visage, finalement, est une espèce de paysage, mon Dieu, c'est comme un très grand ego. Mais pour chaque modèle, c'est vrai, c'est pas seulement pour moi. C'est intéressant de voir leur œil, l'œil de chaque photographe. Comment chacun vous a vu dans cette exposition? Alors, nous venons d'écouter Isabella Rossellini, qui était interviewée par Ardisson sur la 5 dans l'émission Les Bains de minuit en 1988. Comment tu réagirais, toi, Marie, à cette archive? J'aime bien cette notion de visage qui est un paysage. Je trouve ça très poétique. Alors elle parle des photographes qui ont vraiment un regard tous différents sur les gens. Donc ça, c'est vrai que si vous posez pour 15 photographes différents, vous aurez 15 aperçus de vous-même différents. Il y en a beaucoup qui pensent que la photothérapie, ça peut être une vision objective de soi et neutre, etc. Mais ça, malheureusement, ça n'existe pas. Moi, je sais que j'apporte de ma patte et de mon regard sur les gens. Et dans la notion que le visage est un paysage, sur une séance photo, tu pourrais avoir 15 facettes de toi différentes que tu vas voir, certaines que tu connais pas, d'autres que tu connais, certaines que tu acceptes, d'autres pas. Ça permet de se voir de plein de manières différentes. Et effectivement, du coup, dans l'archive qu'on a entendue, alors Isabella Rossellini, elle est top modèle, enfin, elle est également actrice, etc. Mais en tout cas, là, elle parle de son travail de mannequin. Elle met en avant, en tout cas, le fait que c'est le photographe qui va choisir, en tout cas, la manière dont il la met en scène. En photothérapie, est-ce que c'est ta cliente qui se met en scène systématiquement, ou est-ce que toi, tu peux aussi, par exemple, amener des propositions? Souvent, je demande donc aux femmes essentiellement qui me contactent de vraiment me dire ce qu'elles attendent le plus de la séance photo et de me donner des exemples de photos qu'elles aimeraient bien faire, etc. Mais la plupart du temps, elles ont beaucoup de mal à se projeter et elles me confient vraiment, on va dire, la direction artistique de la séance photo parce qu'elles savent vraiment, c'est vraiment l'inconnu pour elles. Elles n'ont jamais fait ça, elles ne savent pas à quoi ça va ressembler, etc. Moi, maintenant, j'ai un studio photo qui est décoré selon mes goûts à moi. Donc, en fait, c'est vraiment dans mon univers à moi que je mets ces personnes-là. C'est un peu assumé, je leur dis, voilà, c'est mon regard sur vous et ça vous permet de vous voir d'une autre manière qui sera la mienne, mais c'est une autre manière. Après, ce que je ne fais pas, c'est donner des poses vraiment toutes faites, très clichés. Quand vraiment la personne est figée et terrorisée devant l'appareil photo, évidemment, je vais donner des indications, mais je fais en sorte que ce soit des photos les plus spontanées possibles. Tu parles des clichés stéréotypés. Alors moi, ce qui me vient spontanément à l'esprit, et puis en plus, justement, on vient d'entendre une mannequin autour de la question de la féminité, de la beauté, etc. Tu te parlais effectivement tout à l'heure aussi du fait qu'il y avait un diktat social, en tout cas autour du corps féminin. C'est quelque chose qui est quand même très présent dans notre quotidien, dans notre environnement, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet, que ce soit même dans les rues. Il y a quand même une vision, en tout cas spécifique, du corps féminin. Qui est donnée à voir et qui peut être parfois effectivement stéréotypé. Quelle place ça a, ces modèles sociaux, dans tes suivis? De ce que j'en vois, ça a une place énorme. C'est comme si c'était un modèle auquel les gens devaient se référer, un peu une norme. Et si on n'est pas dans cette norme-là, c'est que on ne voit rien en fait. On est un peu dans une société où la valeur de la femme dépend de sa beauté. Et il y a des personnes pour qui ça va vraiment les toucher parce que ça va venir faire résonance à plein d'autres choses dans leur vécu. Et il y a d'autres personnes qui vont réussir à s'en extraire facilement et voilà. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va vraiment être fondateur de leur façon de se voir. Et est-ce que ça t'arrive à toi de faire référence à ces modèles du corps féminin? Ça peut arriver, ouais.
soit ça vient vraiment de la personne, soit oui, je peux l'évoquer et voir si ça fait écho chez elle à quelque chose. Après, on n'en a pas toujours conscience parce que c'est tellement notre quotidien de ces injonctions-là et cette norme qu'on ne l'interroge pas forcément. Donc c'est vrai que l'interroger peut permettre d'en prendre conscience. Ouais. Je suis une petite personne, je fais 1m53. J'ai la peau blanche, j'ai beaucoup de tatouages, j'en ai 9. J'ai des poils sur les jambes et puis j'ai des poils sous les bras. Je trouve que j'ai un assez gros fessier, je l'aime pas trop. J'ai de la cellulite, j'ai des vergetures sur les cuisses et sur les fesses. J'ai des seins de taille moyenne qui pendent un petit peu. Mes mains, elles sont petites. J'ai des petits cils, j'ai un petit nez et j'ai une petite bouche. D'un point de vue morphologique, je dirais que je suis petite et plutôt bien proportionnée, mais j'ai des jambes courtes, donc je prends du poids facilement sur les cuisses et les fesses, quoi. Alors, du coup, on est dans une série sur la place du corps en thérapie. Peut-être que la réponse va être assez évidente, mais je te pose quand même la question directement. Quelle est la place du corps en photothérapie? En fait, c'est assez marrant parce que le corps est souvent le bouc émissaire de plein de choses. Et donc, moi, je suis venue à la photothérapie avec l'idée que j'allais aider les personnes à mieux accepter leur corps. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, généralement, le corps vient raconter vraiment autre chose. C'est un peu prendre le symptôme pour mieux comprendre la problématique. Et du coup, je rentre par le corps pour dédramatiser le corps. Mais il y a certaines problématiques qui ne sont pas du tout liées au corps non plus. Ou alors qu'ils le sont un moment et puis après, on dévie vers autre chose. Quelqu'un qui est venu me voir pour un problème lié à l'inceste. Donc aujourd'hui, son corps, elle n'a pas forcément de problème avec. Elle a suivi différentes thérapies pour retravailler ce trauma-là, mais elle a envie de dépasser cette problématique du corps et de la travailler différemment. Donc souvent, c'est assez central. Mais pas forcément. De mon parcours de photographe, j'ai beaucoup travaillé sur le nu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens, quand ils voient mon travail, enfin quand elles surtout voient mon travail, certaines se disent j'oserais jamais, et d'autres se disent j'aimerais bien oser, je vais peut-être oser un jour. Et certaines se disent ok, moi aussi j'ai le droit de le faire. Et donc là, on est vraiment dans l'approche vraiment du corps, parce que l'idée c'est de prendre le corps en photo, le corps brut, le corps en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut leur plaire parce qu'elles n'ont jamais fait ça de leur vie. Elles le voient parfois, mais elles ne se sentent pas capables de le faire. Et faire la séance photo, c'est OK, moi aussi, je suis capable de le faire. Mon corps, je peux aussi le célébrer. Je peux exprimer des choses qu'avec mon corps qui ne s'exprimeraient pas autrement. Est-ce que, justement, pour rester un peu dans la place du corps en photothérapie, est-ce que toi, tu as une visibilité, on va dire, est-ce que tu as des retours sur ce qui est vécu aussi? C'est-à-dire, quel est le vécu corporel finalement de ces personnes-là pendant les séances photo? Ça va vraiment dépendre des personnes. Maintenant, je sais que je mets de la musique quand on fait les séances photo parce que ça apaise un peu. Et j'en ai une qui était vraiment en méditation, on va dire. Elle était en méditation avec la musique. Et au début, j'en avais pas mis et elle était très stressée. Et au fil du temps, avec la musique, elle est vraiment très détendue. Et parfois, le lâcher prise, c'est justement une de leurs problématiques. Et c'est intéressant aussi d'analyser ça. Pendant la séance photo, je remets ma casquette de photographe et pas ma casquette de thérapeute parce que mon but, c'est que la personne soit à l'aise. C'est pour ça que mes séances photo durent un peu longtemps parce que la première demi-heure, clairement, la personne ne va pas être à l'aise du tout. Et c'est assez rigolo de voir les premières photos et les dernières où ça peut être du tout au tout très différent, quoi. Surtout si c'est des photos où la personne veut poser nue. On arrive au stade où la personne ose se mettre nue. C'est vrai que c'est plus du tout le rapport à la séance photo et le même rapport à soi. Enfin, pendant quelques minutes, c'est compliqué, puis après, elles finissent par rentrer encore plus facilement dans la séance photo parce que ça rend le moment encore plus particulier que si c'était une séance photo habillée où la personne ose encore moins lâcher prise. Comme si les vêtements, c'était un peu la carapace et que on avait enlevé la carapace et ça y est, on osait se montrer vraiment tel qu'on était, quoi. Alors, tu disais tout à l'heure que les problématiques que tu rencontrais n'étaient pas toujours liées au corps. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, tu nous en as donné un tout à l'heure avec peut-être la problématique voilà, de l'inceste, la question du corps, en tout cas, a pu être travaillée ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui te viennent à l'esprit qui ne sont pas directement liées au corps? J'ai une cliente qui voulait se raser les cheveux. Donc, ça faisait partie pour elle d'une démarche de casser avec les codes de la féminité. Et donc, je l'ai prise en photo en train de se raser la tête. En fait, parfois, c'est
c'est pas forcément quelque chose sur le corps, mais c'est l'image du corps de manière très générale, l'image de soi en fait. Donc le corps, c'est un peu la version physique du soi. Et finalement, c'est comment est-ce que je me perçois de manière globale. Donc en fait, ça vient transcender un peu la notion du corps, je pense. Ça me fait penser à l'intrication quelque part entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, du coup autour de l'identité et de l'image de soi, où finalement il y a le brut du corps, le réel du corps, mais finalement quand on est pris en photo, déjà tu le disais toi-même, on n'est même pas dans le réel du corps parce que finalement il y a déjà le regard de l'autre qui va induire aussi quelque chose dans la photo. Il y a aussi ce que tu dis là, ça va peut-être plus passer d'ailleurs par la mise en scène, l'image de soi, enfin, le côté imaginaire du coup, et puis le côté symbolique, ça va être peut-être justement la version finale de la photo qui va mélanger un petit peu tout ça. Tu disais bien dans les étapes, l'explicitation de la demande, la séance photo, et ensuite la partie plutôt analyse des photos et introspection à partir de là. Est-ce que tu as la sensation que cette confrontation à l'image de soi, est-ce qu'elle est toujours facile pour tes clientes? La plupart du temps, elles ont une très grande peur de voir les photos. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « j'ai peur de découvrir des défauts que je n'avais jamais vus ». La plupart du temps, même quasiment toujours jusqu'à présent, c'était un étonnement très positif de la façon dont la personne se voyait. Moi, je montre une trentaine de photos. Sur les 30, évidemment, il y en a certaines où la personne ne va pas s'aimer, c'est évident. D'autres où la personne ne va pas se reconnaître, d'autres où la personne va s'adorer dessus. Et c'est l'idée aussi de se dire, OK, cette photo-là, tu ne l'aimes pas pour telle raison, bah, tu as le droit. On n'est pas obligé de s'aimer intégralement, inconditionnellement, mais ça fait aussi partie de toi. De ne pas voir que cette partie négative qu'on a de soi, mais de l'inclure dans du positif qu'on peut avoir aussi. Bonjour, je m'appelle la Crazy Révolution, je suis décomplexée. Pas de fesses ni de seins, pas de seins ni de fesses, mais je me sens quand même bien. Le mouvement décomplexé est né d'une volonté pour moi de désacraliser l'esthétique à outrance. Il a pour but de pousser les gens à s'aimer, surtout d'aimer leurs différences. Moi-même étant super complexée, du coup j'ai fait un travail sur moi, ça a été ma thérapie que je voulais partager au monde entier. Est égal à moche. C'était quoi tes complexes? Mon nez, mes yeux et surtout mes jambes. Elles sont un peu grosses. C'est dû à des codes, à un système qui nous pousse constamment à se comparer aux autres. C'est des codes, c'est une beauté, il faut être riche, beau, mince. Depuis qu'il y a Instagram, c'est vrai que les filles se comparent énormément aux autres femmes. Et du coup, ne prennent plus le temps de vivre, mais d'aller voir justement la vie des autres alors qu'elle n'est pas forcément vraie. Ça me frustrait un petit peu, donc j'ai fait un gros travail sur moi-même, en acceptant mes jambes, en me disant que j'étais comme ça et puis il fallait les aimer, c'est comme ça que je me sentirais le mieux. Alors, on vient d'écouter la Crazy Révolution qui, du coup, a créé le hashtag Je suis décomplexée. Cette partie de témoignage a été diffusée par le Parisien Libéré en 2018. Quelle serait ta réaction, Marie, par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Il y a de plus en plus des femmes, surtout, qui ont envie de prendre la parole sur l'idée que, mais quelle perte de temps d'être complexée, en fait. Tellement de personnes qui s'empêchent de vivre parce qu'elles sont complexées par telle ou telle chose. Et c'est un peu le constat que fait Mona Chollet dans Beauté fatale, c'est que pendant que les femmes sont occupées à chercher à être jolies, elles n'ont pas le temps de changer le monde. Du coup, c'est un peu dommage, une perte d'énergie énorme de tous ces complexes qui nous prennent tout notre temps et toute notre énergie. Et moi, je pense qu'à travers la photo et à travers toute l'exposition de soi en dehors des codes, c'est un peu reprendre le pouvoir sur ça et surtout l'idée de dédramatiser, cette idée d'être parfaite alors que personne ne l'est. Et plus on verra en fait de corps différents, de poils, de vergetures, plus on verra ça dans l'espace public, plus ça deviendra la norme, qui en fait c'est déjà la norme, mais c'est pas la norme médiatisée. Et plus on s'habituera à le voir, plus on s'autorisera à l'être et on perdra plus notre temps à chercher à être parfaite, à être belle. Et c'est une telle libération en fait de plus se préoccuper de tout ça parce que ça nous laisse une énergie, un espace mental pour faire plein d'autres choses. Dans le témoignage de la Crazy Révolution, il y a quelque chose autour d'un regard, enfin d'un vécu ambivalent en tout cas, des réseaux sociaux, puisqu'on voit bien comment dans ce qu'elle exprime, à la fois les réseaux sociaux sont venus imposer quelque chose d'un diktat et d'une comparaison,
et comment à la fois elle a pu utiliser ces réseaux sociaux justement pour revendiquer quelque chose de son identité, on va dire. Quel est ton regard sur cette question de l'image de soi dans les réseaux sociaux? Puisqu'on voit bien quand même que c'est énormément centré sur quelque chose d'un partage de l'image de soi. En tout cas, on partage beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression qu'on investit quoi finalement quand on partage comme ça des images de nous-mêmes sur les réseaux sociaux? Déjà, pour réagir à ce que tu disais avant, ça serait bien qu'on ait une éducation aux réseaux sociaux, savoir prendre conscience que ce qu'on y voit n'est pas forcément la réalité, n'est qu'une sélection de ce que les gens ont envie de montrer d'eux. Tout ce nouveau phénomène qui n'existait pas avant, parce qu'avant les appareils photo étaient beaucoup moins démocratisés, et maintenant sur les téléphones, il y a 2 appareils photo, il y a celui pour prendre en photo et celui pour faire des selfies, donc c'est devenu de la portée de tout le monde de se présenter aux réseaux sociaux, de se présenter aux autres, de se présenter au monde. Sauf que tout le monde ne prend pas forcément conscience que ce qu'on montre de soi sur les réseaux sociaux, c'est une version de nous qu'on estime être la plus parfaite possible. Peut-être que pour 10 selfies qu'on n'ose pas montrer, on va en montrer un seul et occulter tous les autres et ne pas penser que l'autre personne fait exactement la même chose. Et du coup, on a l'impression que l'autre personne est parfaite, mais on n'a pas vu les 10 autres photos d'elle qu'elle n'assumait pas. Donc en fait, il y a tout un peu un biais cognitif là-dedans on a l'impression que le reste du monde est parfait et pas moi, alors qu'en fait, on y participe aussi. Et je pense que derrière ça, du fait de se montrer, il y a une partie, je pense, de narcissisme qui n'est pas forcément mauvais en soi, de se faire valider par les autres. Le problème n'est pas le réseau social, le problème c'est si on se dévalorise, si on n'a pas assez de likes ou pas assez de commentaires. Ça peut devenir problématique si on n'a pas cette culture du réseau social. Si on va chercher l'amour de l'autre via des selfies, là, ça peut être problématique. Mais si on a réussi à avoir cet amour de soi en dehors et que c'est juste de l'exposition à l'autre, de l'occupation de l'espace public, ça peut être d'ailleurs une approche de la photothérapie d'oser exister et d'oser se montrer aux autres, en fait. Est-ce que tes clientes, elles ont tendance justement à rendre publiques les photos que tu prends d'elles, ou est-ce qu'elles ont plutôt tendance à les garder secrètes, intimes, cachées? Les utilisent plutôt comment, la photo? Encore une fois, ça va dépendre des profils. Comme le but de la photothérapie, c'est vraiment l'introspection, c'est pas forcément des choses que les personnes ont envie d'exposer au monde, sauf si ça fait partie de leur thérapie, d'oser se montrer à l'autre, etc. Et tu as l'impression que pour celles qui le font, du coup, qui vont utiliser ces photos que tu as prises d'elles de manière publique, du coup, tu as l'impression que ça leur fait vivre quoi? Est-ce que tu as un retour là-dessus ou pas? Pour prendre un exemple, j'avais une cliente qui avait pour objectif de publier l'une des photos sur les réseaux sociaux. Donc, elle a mis plusieurs semaines à oser le faire. Et elle a fini par le faire et elle a été contente de voir les réactions des autres, etc. Ou alors, j'ai eu une cliente qui avait une problématique autour de l'acné. On avait fait des photos ensemble, elle a publié une des photos en expliquant sa problématique et en se livrant sur comme quoi c'était un complexe chez elle, qu'elle n'en parlait pas forcément, mais voilà. Et en fait, le fait d'avoir publié la photo et de s'être exprimée, elle a eu tous les retours des gens qui répondaient « mais en fait, j'avais jamais vu ton acné ». Et en fait, pour elle, ça a été une révélation de se dire « moi, je ne voyais que ça ». Mais en fait, les gens ne le voyaient pas spécialement. Donc, ça peut être très, très bénéfique, très thérapeutique pour la personne. Bonjour Daria Marx. Bonjour. C'est quoi la grossophobie? La grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations qui sont faites aux personnes grosses ou obèses, si on emploie un terme médical. Alors elle se manifeste comment, cette discrimination? Malheureusement, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le privé, dès l'enfance, dans la famille, qui est un environnement souvent toxique, aussi à l'école, avec le harcèlement scolaire. Et alors vous dites que tout le monde est grossophobe, on est tous grossophobes. Malheureusement, que vous le vouliez ou non, oui, parce qu'on est dans une société grossophobe. L'idéal de réussite de vie, c'est être mince. Donc on est tous élevés dans l'idée qu'être gros, c'est moche. Alors que non, c'est pas forcément moche. Alors discrimination et aussi des propos humiliants, blessants. Oui. De quel genre? Dès l'enfance, dans la cour de récréation, vraiment, ça n'arrête pas. Grosse vache, grosse patate, on est mis à l'écart, on est choisi la dernière en sport. Moi, vraiment, j'en ai souffert dès la maternelle. À 3 ans, sur mon carnet de santé, première maternelle, il y a déjà attention au régime, parce que j'étais dans la courbe haute. Je devais avoir 4 ou 5 ans la première fois que j'ai entendu parler d'un régime alimentaire pour moi. Et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire suite à ces restrictions qui m'ont fait grossir. Moi, ce que je ressentais surtout, c'était que je n'étais pas digne de l'amour de mes parents, parce que je pensais que mes parents, ils m'aimaient malgré mon poids. Et que j'avais vraiment de la chance qu'on m'aime, parce que vraiment, comme j'étais grosse, je méritais pas trop qu'on m'aime en fait. Et donc il y a ce truc, on grandit en pensant qu'on n'est pas digne d'amour. Et ça, c'est très dur.
Alors, on vient d'écouter le témoignage de Daria Marx qui était interviewée au Journal de France 3 en 2018 par Karen Shoshana. Alors, est-ce que Marie, tu peux réagir à ce témoignage? La grossophobie, moi, je le vois souvent, je la vois beaucoup dans mon studio, des personnes qui me parlent de souffrances qu'elles ont eues chez le gynécologue, chez le médecin, chez n'importe qui, où leur poids est toujours une question, en fait. Alors que c'est pas forcément le sujet, mais leur poids est toujours remis en cause, toujours questionné, toujours voilà. Et du coup, on vient réduire ce qu'elles sont à leur corps. Et elles peuvent avoir envie de dépasser ça et de dire, hey, j'existe quoi. Enfin, je suis pas que ça. Et alors, et même si je suis qu'un corps gros, où est le problème? Si je l'accepte, où est le problème? Et du coup, la photothérapie, tu as la sensation qu'elle peut avoir un rôle à jouer par rapport à cette grossophobie sociale, hein, je vais dire, hein, par rapport à ce qu'elle décrit Daria Marx autour du fait que la société est grossophobe. Est-ce que tu as l'impression que la photothérapie, elle a un rôle uniquement individuel ou est-ce qu'elle peut avoir aussi un rôle plus sociétal? Bah, ça peut être les deux. Ça offre l'occasion à la personne de se voir sous un angle artistique. À l'époque, le modèle de la beauté féminine, c'était les femmes grosses avec beaucoup de formes, etc. Et ça, c'était le modèle de la féminité. Et dans certaines photos, on peut retrouver un peu cet esprit que dans une toute autre époque, elle aurait été le canon actuel. Et du coup, c'est vraiment déplacer la problématique. La problématique, c'est pas le corps, c'est le regard qu'on porte dessus, que la société porte dessus. Et dans le cas où les personnes ont envie de revendiquer, le fait de le publier sur les réseaux sociaux, c'est un peu aider à changer le regard et aider à montrer d'autres corps, d'autres normes. Comment tu travailles dans le cas où une personne, justement, elle vient avec un complexe lié à son corps ou bien à une partie très spécifique de son corps? Je lui ai demandé très concrètement dans quel moment de sa vie ça lui pose problème. Et est-ce que c'est dans tous les aspects de sa vie ou est-ce que c'est dans l'intimité? Est-ce que c'est dans sa famille? Enfin voilà, essayer de cerner très exactement où ça devient gênant pour elle. Ça peut aider à faire émerger pourquoi est-ce que ce complexe-là apparaît à tel moment. Est-ce que c'est pas révélateur d'autre chose? Et sinon, si c'est juste que la personne n'aime pas son nez, par exemple, la photo, ça peut aider à décentrer le regard, éloigner le regard du complexe, mais le voir de manière plus globale. Donc la personne a une vision très, très spécifique d'une partie de son corps. La photo peut permettre cette prise de recul et de sublimer l'ensemble de la personne et que le complexe physique devienne presque accessoire, quoi. Oui, que ce soit un détail quelque part. C'est ça. Dans le cas de troubles du comportement alimentaire, par exemple, l'anorexie, ce qui m'est venu aussi, c'est la dysmorphophobie qu'on peut avoir souvent justement dans l'anorexie, mais pas uniquement, avec cette idée qu'on peut avoir une vision de son corps qui est complètement déformée, justement par rapport à la réalité, mais de manière très importante. Comment tu travailles dans ces problématiques? Ça, c'est une problématique que je n'ai pas forcément, les TCA, parce que je pense que les personnes qui sont vraiment en souffrance sur le sujet n'ont pas forcément envie de faire des séances photo, elles ne sont pas encore dans ce stade. J'ai eu des anciennes anorexiques, par exemple, mais des personnes qui souffrent actuellement, j'en ai pas. Et si c'était le cas, je demanderais à ce que la personne soit suivie en parallèle. Pour ce qui est de la dysmorphophobie, j'ai déjà eu une personne qui m'avait contactée pour ça et qui était suivie par un psychologue en parallèle. Et elle avait une démarche où en fait, elle faisait plein de shootings photos, donc avec plein de mondes différents, parce qu'elle avait un peu cette quête de à quoi je ressemble en fait. Et elle se rendait compte qu'à force de poser, elle finit par trouver des petites choses qu'elle aime bien chez elle, des petits détails, et en fait c'est comme une brèche vers l'idée de s'apprécier, en fait, de trouver des petites choses qu'elle aime chez elle. Elle a du mal à s'accepter dans la globalité, mais elle va partir des petits détails et de là apprendre à mieux s'aimer à travers ça. Je crois que je dois m'enregistrer en me décrivant le plus précisément possible. C'est pas facile, hein. J'ai fait, étant jeune, beaucoup de gymnastique. Et donc j'ai gardé un physique plutôt musclé. J'ai eu 2 enfants et donc ayant allaité des seins un petit peu tombants. Et puis un ventre qui garde certaines rondeurs encore de grossesse qui à mon avis ne partiront jamais. Donc j'ai des vergetures sur les fesses et sur le côté des cuisses. J'ai des origines polonaises et donc on me dit que ça peut se voir de par la forme de mon visage qui a quelques traits un peu de l'Est de l'Europe. J'ai les yeux cacadois et puis un grand sourire parce que j'adore rigoler, je montre beaucoup mes dents. Tu
travailles aussi dans le cadre d'étapes de la vie qui vont toucher le corps, qui vont transformer. L'adolescence, par exemple, tu parlais de l'acné tout à l'heure, après un accouchement également, où le corps va être transformé. C'est vrai que dans les shootings photos, on prend souvent le moment de la grossesse, mais un peu moins après l'accouchement. Le vieillissement également, là c'est pareil, comment tu vas travailler autour de ces moments de vie importants? Parfois, des personnes n'ont jamais eu de complexe de leur vie et d'un coup, leur corps change et d'un coup, ça devient un sujet alors que ça l'a jamais été et ça peut être très perturbant. Là, j'ai eu une cliente qui, toute sa vie, s'est sentie attirante, très belle, etc. Et la ménopause est arrivée, sachant que le seul modèle qu'elle avait de la ménopause, c'était sa famille et qu'il a mal vécu. Du coup, elle s'est dit, ça y est, c'est la fin. Enfin, elle avait vraiment un blocage de OK, ma vie de femme est finie. Et du coup, son corps est devenu un problème alors que ça ne l'était pas forcément avant. C'est intéressant justement de questionner tout ça, de proposer une autre façon de voir les choses, d'un peu de questionner leur réalité à elle. Cette personne-là, ça l'a amenée à réfléchir dans les autres cultures, comment est-ce qu'on voyait la ménopause, par exemple. Et en fait, elle a vu que dans d'autres sociétés, c'était un moment de joie, un moment de fête, etc. Oui, dans ce que tu dis, il y a quelque chose autour d'un déconditionnement quand même. C'est ça. Et aussi se rappeler, par exemple, pour les personnes qui ont eu un enfant et qui ont comment on dit, le corps d'après, c'est ce qu'elles peuvent dire, c'est l'idée de glorifier ce corps qui a quand même porté un bébé et mis au monde un bébé, quoi. Moi, je sais que personnellement, les vergetures, je trouve ça très beau parce que ça montre un peu à quel point le corps change. Et moi, je trouve ça un peu fascinant à quel point le corps vit des choses, en fait. Les cheveux blancs, les rides, c'est vraiment voir le corps comme quelque chose de mouvant et qui est pas figé, justement. Je sais aussi que tu travailles autour de la question de la transidentité. Comment tu travailles cette question-là en photothérapie? Dans le cadre de la transidentité, ça peut être comme une preuve en fait de la façon dont elle a envie que les autres la voient. Si elle veut que les gens la perçoivent comme femme ou comme homme, faire une séance photo qui la représente comme femme ou homme, ça peut aussi être l'occasion de marquer cette étape de vie-là, de marquer le moment. Le fait de se voir en photo peut permettre aussi d'intégrer les choses. Et tu travailles aussi dans le cadre des transformations corporelles. Alors, je pense aux mutilations, peut-être la perte d'un membre, mais je sais que tu travailles pas mal autour de la question du cancer du sang, par exemple. J'ai eu plusieurs clientes qui étaient concernées par le cancer du sein et qui suivaient tout le cheminement qu'il y a autour de la maladie et qui, par exemple, il y en a une qui voulait un souvenir de son corps. Donc, elle voulait faire une sauvegarde de son corps avant de se faire opérer et de perdre son sein. Et l'idée, c'était d'avoir des photos qui marquent telle qu'elle était avant de subir l'opération. Ça lui a permis d'intégrer la maladie, en fait. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'elle avait très, très peur que je perde les photos. Après la séance photo, elle avait vraiment peur que je perde les photos parce que je pense qu'elle avait transféré sa peur de l'opération et elle avait transféré sur des souvenirs d'elle que j'avais dans la carte SD. Et du coup, arrivé chez moi, je lui ai envoyé un message disant « Ok, c'est bon, les photos sont sur mon PC, sur mon disque dur, sur mon serveur, il n'y a aucun problème. » Voilà. Et en fait, elle est allée se faire opérer, elle était sereine parce qu'elle savait que quelque part, son corps était sauvegardé. Je lui ai laissé le temps de me dire quand elle était prête pour visionner les photos. Donc, quelques semaines plus tard, elle m'a contactée et ça a été très émouvant pour elle de se voir parce que ça l'a aidée à s'accepter. Ça peut être un peu paradoxal comme ça, mais le fait de voir son corps d'avant et son corps d'aujourd'hui, ça lui a permis d'intégrer la maladie, d'en faire OK, c'est un moment de ma vie, c'était une étape de ma vie. C'est plus une souffrance pour moi parce que maintenant je suis guérie, etc. Et ça lui a permis d'intégrer ça en fait dans son parcours de vie. Et pour d'autres personnes où c'est beaucoup plus difficile d'accepter la maladie, ça permet d'un peu de prendre le pouvoir dessus. Donc la personne, elle suit un parcours médical où elle n'a aucun choix, aucun contrôle, aucune maîtrise. Passer par la séance photo, c'est un peu reprendre le pouvoir, c'est décider ce qu'elle veut faire de son corps, ce qu'elle veut montrer. Et j'ai eu aussi le cas d'une personne, là on n'est plus dans le cancer du sein, mais qui était au Bataclan le 13 novembre, qui a été mutilée à la fesse. Et elle a voulu faire une séance photo où elle mettait de l'or sur sa cicatrice. Donc c'est une technique japonaise qui s'appelle le kintsugi. En fait, c'est quand un objet est cassé, on vient réparer l'objet avec de la colle dans laquelle il y a de l'or. Et l'objet cassé devient encore plus beau après qu'avant. Et en fait, elle a voulu appliquer ça à son corps. Et on a fait des photos où il y a eu de l'or sur sa cicatrice. Et ça l'a aidé à intégrer le fait que ce moment a fait partie de sa vie, que ça l'a construit, que ça a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et à l'accepter et que ça soit plus quelque chose de laid, mais quelque chose sur lequel elle a le pouvoir. Oui, du coup, dans ce que tu dis, il y a vraiment la notion de travailler sur le corps, certes. Là, tu parles de la cicatrice sur le corps, mais j'imagine que du coup, tu peux aussi travailler potentiellement sur des cicatrices
psychologiques, sur des traumatismes, peut-être sur des moments de vie? Ça peut être l'aspect un peu cathartique de la séance photo, de travailler sur le traumatisme en lui-même. Dans le cadre des violences sexuelles, par exemple, la photo est un moment où la personne, elle reprenait pouvoir sur son corps, et voilà, de renouer un peu avec des parties de son corps qu'elle avait occultées jusqu'à présent, et oser le faire devant un objectif photo alors qu'elle n'osait même plus se regarder dans le miroir. C'était très libérateur, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, ça c'est vraiment quelque chose de progressif. Et sinon, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'outil de travailler sur les tirages photos, dessiner les démons intérieurs qu'elle peut avoir ou essayer d'arracher le tirage pour en faire quelque chose de plus beau derrière en mettant de la lumière dessus ou de la peinture, etc. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste. Alors, nous venons d'écouter la chanson de France Gall, Résiste, qui est un choix de ta part, Marie, pour cette émission. Pourquoi ce choix? Moi, je sais qu'elle m'a parlé à un moment où j'ai voulu me lancer, faire des choix de vie ou qui n'étaient pas forcément les choix les plus faciles. Et dans l'idée aussi du corps, c'est résister aux injonctions, prouver que tu existes par toi-même et pour ton unicité, justement. Moi, j'aime bien aussi la notion des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont arrachées, on déteste les mauvaises herbes, alors que c'est des plantes qui savent exactement être adaptées au milieu où elles sont. La mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie, sauf celle d'apprendre à grandir dans le rang. Donc, c'est une citation de Douglas Larson. Et j'aime bien cette idée parce que ce qu'on retrouve dans France Gall avec cette musique-là, c'est une plante qui n'est pas maîtrisable par l'homme. Plus on va l'arracher, plus elle va être forte. Et je pense que le parallèle avec l'être humain, il est assez beau aussi. Moins on rentre dans le rang, plus on monte notre force, en fait. Du coup, à Epsilon, Marie, tu travailles avec Lara Wakim, qui est musicothérapeute à Epsilon, et vous avez construit ensemble une proposition d'un stage réservé aux femmes pour travailler autour du fait de se réconcilier avec son corps grâce à la photothérapie et la musicothérapie. Donc, ce stage qui s'appelle « Mon image à moi ». Du coup, on écoute Lara Wakim nous présenter ce stage. Bonjour, c'est Lara Wakim, musicothérapeute, prestataire à l'association Epsilon. Alors j'aimerais bien vous parler de ces 2 jours de stage que nous proposons à la rencontre de 2 domaines qui peuvent être très complémentaires, mais aussi chaque domaine a ses spécificités. Donc on se rejoint sur la question artistique et créative, donc dans les 2 domaines on est quand même sur un processus créatif. Marie, elle a quand même l'habitude de travailler autour de la photo pour bien viser le travail autour de l'estime de soi, et moi de mon côté en musicothérapie, le corps est travaillé en musicothérapie par le mouvement, par le gestuel, par la relaxation, mais aussi par la visualisation et aussi dans l'implication dans le travail créatif musical. Donc c'est très important pour nous deux de pouvoir amener tout ça pendant le stage. Alors de la spécificité aussi qui est quand même assez intéressante, c'est que c'est un mélange de photos, d'un travail autour de la photo qui elle est visuelle, qui laisse une trace concrète, claire, sur laquelle il y aura un travail quand même de verbalisation, un travail d'élaboration, et la musique qui par sa place un peu éphémère, le sonore qui est là sans être là, qui va travailler un peu sur la trace émotionnelle, en tout cas dans tout ce parcours. Et on a pensé les 2 jours pour que ça soit un temps de plaisir, un temps convivial, un temps assez sécure, en tout cas un cadre assez sécure dans lequel les participantes vont pouvoir tout simplement explorer les 2 champs de la photo et de la musique, se découvrir par le biais de la photo et de la musique. C'est de pouvoir prendre conscience de l'image qu'on a de nous-mêmes, de pouvoir la séparer quand même et faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, ce que l'autre vient
poser et imposer dans cette image qu'on a de nous-mêmes, comment on s'exprime par rapport à ce corps, comment on peut l'accepter, est-ce qu'on peut l'accepter, comment le construire ou le reconstruire en tout cas. Voilà, donc il y aura toute cette réflexion d'un travail à visée thérapeutique dans lequel on va explorer des jeux, être dans un processus plutôt créatif et à partir de ce processus créatif, visuel et auditif, on ira vers une élaboration et une possibilité de mettre un sens, de mettre des mots et de mettre du sens en fait sur ce qu'on est en train de faire, avec l'idée de pouvoir forcément sortir de ces 2 jours avec une image de nous-mêmes qui est plutôt positive, on l'espère pour toutes les participantes. À partir de là, j'aimerais bien laisser les choses laisser un peu la surprise. Le plus important à savoir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences musicales ni de photos, mais par contre de se laisser, de venir comme vous êtes, avec votre simplicité, votre spontanéité et votre désir d'explorer et de vous découvrir autrement. Voilà. On vous attend, en tout cas, on vous attend nombreuses et en même temps, on a hâte de se retrouver. Merci. Alors, ce stage qui a lieu donc sur 2 jours, le 13 et le 20 avril, de 10h à 17h au pôle Désiré Colombe à Nantes, et du coup qui est ouvert aux inscriptions. Pour terminer cette émission, Marie, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de lecture ? Moi, il y a des livres que j'aime beaucoup autour de la déconstruction. Donc là, je vois devant moi un livre qui s'appelle Parlons poil, de Juliette Lanrouilly et Léa Taïeb, qui re-questionne la notion du poil féminin et poil masculin également, qui peut paraître comme étant un sujet anecdotique. Enfin, ça peut être un vrai sujet de société qui peut être vraiment bien analysé en profondeur. Un livre que j'aime bien aussi, c'est où là on retourne sur l'aspect photo, c'est Ces photos qui nous parlent, de Christine Ulivucci, qui est psychologue et qui, elle, utilise beaucoup les photos de famille. Donc, il vient poser un regard et aider ses patients à interroger leur passé via les photos de famille. Et c'est très intéressant la façon même dont comment est-ce qu'on va ranger nos photos chez nous, est-ce qu'on va les exposer dans le salon, est-ce qu'on mettre en vrac au fond d'un tiroir. Après, je peux conseiller Une histoire de mon corps de Roxane Gay sur le sujet de la grossophobie notamment, une militante américaine qui pesait à un moment 260 kilos et qui a passé des années à vouloir maigrir, à vouloir perdre du poids, etc. Et en fait, elle raconte tout son parcours et à quel point sa prise de poids est liée à un traumatisme sexuel d'enfance. Et en fait, le fait d'avoir ce corps-là aujourd'hui lui permettait de se protéger des autres. Ça peut venir interroger la façon dont le corps en lui-même n'est jamais coupé du psychique en fait. Et enfin, un peu des classiques, Beauté fatale et sorcière de Mona Chollet, qui analyse beaucoup le corps de la femme dans la société actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire de vieillir aujourd'hui ? Quelle vision de la femme on a si elle est laide, si elle fait pas attention à elle, si entre guillemets elle ne prend pas soin d'elle, etc. Du coup, merci beaucoup Marie pour cette présentation de la photothérapie et de l'image du corps en photothérapie. Merci à toi. Et puis à bientôt pour le prochain épisode des podcasts d'Epsilon sur notre série Le corps en thérapie. Je mange une fois par jour, je mange une fois pour toi, je mange une fois pour toutes, et toi tu doutes de moi. Quand arrive le mois d'août, je devrais être heureuse, mais les filles de la redoute me rendent frileuse. Alors je dis et je redis, j'ai remis radis, hardi, je ne suis plus en hypoglycémie. Mais je voudrais te plaire, être un peu plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me rend lasse de prendre de plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Vous venez d'écouter une émission présentée par Lauriane Pérez avec Marie Ploya, photothérapeute. Cette émission est enregistrée en avril 2022 à Nantes. Durant ce podcast, vous avez pu écouter Isabella Rossellini dans D'un minuit sur la 5 en 1988, La Crazy Révolution dans Le Parisien libéré en 2018 et Daria Marx dans le journal de France 3 en 2018. Ces émissions étant issues des archives audiovisuelles de l'INA.
Mais vous avez également pu écouter la chanson Résiste de France Gall et la chanson Plaire de Gérald Gentil. Merci infiniment à Valérie, Sarah et Caroline pour la diffusion d'une partie de leur travail en photothérapie avec Marie. À bientôt pour un nouveau podcast d'Epsilon. Mais oui, je vais te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me renlace de prendre de plus en plus de place. J'ai peur que tu me remplaces. Je ne mange plus du tout, j'ai même plus faim, c'est fou. Il y a plus qu'en tombant dans les pommes que je retrouve mon homme. Tous les jours je perds des plumes, j'effleure à peine le bitume. Et les jours de grand vent, je m'accroche aux passants. Moi qui voulais te plaire, être beaucoup plus légère, me fondre enfin dans l'air du temps qui passe et me rendait las de prendre de plus en plus de place. J'avais peur que tu me remplaces.